Aujourd'hui, à mise à jour, dossier de la poussière rouge. Qui a le pouvoir de forcer le Port de Québec et ses locataires à prévenir la pollution des quartiers centraux? Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Et oui, on revient sur le dossier de la poussière rouge parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas au quotidien que l'histoire est réglée. On en parle aussi notamment parce qu'il y a du nouveau. D'une part, du nouveau en ce qui concerne le recours collectif, du nouveau aussi de la part du ministère de l'Environnement du Québec qui considère qu'Arrimage du Saint-Laurent, cette entreprise qui est responsable de transbordement à même le port de Québec, n'en fait pas assez pour prévenir la pollution. Et d'ailleurs, du nouveau du côté du gouvernement du Québec qui veut revoir la façon dont l'on calcule la pollution et la qualité de l'air. Bienvenue à Mise à jour. Cette question vous intéresse, vous interpelle. On vous invite à réagir via Twitter à MaTVQC, le mot-clic MageQC et encore et toujours notre page Facebook. Avant de commencer l'émission, je tiens à vous dire que nous avons invité la compagnie Arrimage à participer à cette émission. L'entreprise a décliné notre offre malheureusement. On va commencer tout de suite avec ma première invitée. Elle est la porte-parole de Vigilance Port de Québec, Mme Véronique Lalande. Bienvenue. Vous êtes toujours là? Oui. Toujours battante. Toujours battante, toujours Vous ne lâchez pas le combat, oui. Non, et comme on le dit souvent, nous, on le vit au quotidien, ça nous tombe sur la tête au quotidien. Oui. Donc, la façon qu'on a trouvé de ne pas devenir fou, c'est vraiment de se battre, de lutter. Oui, Alors, parce que le rappel, il est quotidien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous diriez que peut-être la plus grande réussite depuis le début de cette histoire-là, c'est d'avoir réussi, parce qu'on l'a vu cet été avec différents épisodes de Poussière rouge, avoir réussi à conscientiser les gens qu'il faut dénoncer? Est-ce que ce serait ça, une première victoire? Ah, une première victoire, c'est vraiment de quelque chose, ça fait même pas un an. Hein? Et donc, si on se replace à la même date l'an dernier, la majorité de la population de Québec ignorait la nature et l'ampleur des activités au port et de Québec et le fait que ça avait des impacts sur notre vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment une victoire parce que peu importe ce qui arrive, cet état de conscience-là collective, je pense que ça, c'est un gain. Les gens se sont réveillés, les gens ont arrêté de subir pour se mettre en mode d'action et ça, c'est définitivement une grande victoire. Oui, alors parlons de ce qui s'est produit cet été, notamment parce que l'été, peut-être, on surveille un peu de moins près ce qui se passe dans l'actualité. Recours collectif, vous avez dit... On veut élargir ce recours collectif-là. C'est pas vrai que le cas de la poussière rouge, la première fois qu'on vous a vu avec votre balai en train de ramasser de la poussière et mettre ça dans les petits pots, c'est pas un cas isolé. Et ça, vous le répétez. Absolument. En fait, on savait déjà au moment où ça s'est produit que ce n'était pas un incident isolé. C'était la couleur et l'ampleur a fait que vraiment on a dit c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais des épisodes, on en vivait déjà depuis qu'on avait acheté. Alors, cet événement-là arrive, on se mobilise, mais là, dès que ça sort, ce n'est qu'un incident isolé. Nous, on a dit non, ça se peut pas. Mais c'est clair que c'est ça qu'on était capable de prouver. Donc, il y a le droit, il y a la justice et il y a ce que tu es capable de prouver. Et donc, quand on a déposé le recours collectif, c'est parce qu'il y avait vraiment un recours, il y avait un dommage, il y avait un événement, il y avait une responsabilité, il y avait un groupe qui était atteint. Et nous, ce qu'on dit, c'est les gens qui s'opposent, le port et la compagnie, vont dire non, c'est deux événements complètement isolés. Il y a eu la poussière rouge, puis après ça, il y aurait toute autre chose. Selon nous, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Il y a eu un incident important, mais en fait, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et quand on a agrandi l'image, on s'est rendu compte que la situation était beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça qu'on a fait un amendement à notre premier recours collectif. Selon nous, c'est juste logique que la cause représente la situation telle qu'elle a évolué. Dans son ensemble. Dans son ensemble, bien, la situation, elle est complexe, elle s'est complexifiée, elle remonte à plusieurs années, elle inclut d'autres métaux que le titre de fer, et donc c'est juste normal que tout ça soit réglé dans un seul recours. Ça arrive régulièrement lors de recours collectifs qu'on demande des amendements, ou presque toujours, vous avez raison de dire. Est-ce que ça semble, corrigez-moi si je me trompe, mais particulièrement difficile dans ce cas-là? Oui. Vous vous armez à de grandes pointures, à des batteries d'avocats. Oui. Parce que les enjeux sont si importants que ça. Les enjeux sont très importants. Je pense que les enjeux monétaires là, de la cause, mais aussi ce que ça soulève
soulève comme préoccupation, comme question de juridiction, de qui a accès, des causes comme ça qui mettent en opposition des citoyens et des activités portuaires. Il y en a ailleurs au Canada. Donc oui, ça soulève des préoccupations importantes. Alors on s'attendait à une défense extrêmement agressive. Mais je dirais que cette défense-là se déploie dans toute sa splendeur à l'étape préliminaire du préliminaire du préliminaire. Ça nous a vraiment bien tracé la route sur armons-nous de patience, ça va être difficile. Ils n'ont pas réussi à vous décourager? Non, aucunement. Non, vous êtes toujours... Vous allez poursuivre. Non, bien sûr qu'on va aller jusqu'au bout, selon moi. Puis on va aller jusqu'au bout dans les deux. Selon moi, c'est deux choses. Il y a le processus judiciaire qui, selon moi, est nécessaire et qui, ultimement, va permettre à tous les citoyens qui ont vécu ces nuisances-là d'obtenir une justice pour les dommages et les nuisances qu'ils ont subies. Mais après ça, il y a toute l'action citoyenne parce que pour vraiment que notre vie s'améliore, je ne peux pas attendre après la décision d'un tribunal qui va arriver dans 15 ou dans 20 ans, à la limite. Donc, il faut qu'au quotidien, on continue de se mobiliser pour que notre situation s'améliore. Mais ultimement, il fallait aussi prendre cette voie-là parce qu'on a subi des dommages, on a subi des nuisances qu'on n'avait pas à subir et c'est normal que l'entreprise fautive paye pour ces dommages. Et c'est dans quelques semaines que vous allez avoir la réponse du juge à savoir si vous pouvez sur l'amendement, ou non ça devrait être d'ici la fin d'octobre. Après ça, en fonction de la décision, il y aura une réflexion. Mais ultimement, même si on refuse l'amendement, c'est pour ça qu'on a dit qu'en fait, c'était peut-être juste acheter du temps, puisque si on nous refuse l'amendement, on a le droit de retirer notre demande initiale et de redéposer un nouveau recours qui serait à ce moment-là le recours amendé. Vous allez faire, fort probablement. Oui. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le fait que le ministère de l'Environnement du Québec a dit à la compagnie de transbordement Arrimage Saint-Laurent: non, c'est insuffisant ce que vous faites pour prévenir la pollution. Votre lecture de ça? Parce qu'ils doivent remettre une autre façon de faire, un autre document d'ici le 15 octobre. En fait, ils devaient déjà remettre un document extrêmement important pour le 15 octobre, c'est-à-dire l'ensemble des matières, des méthodes. Donc, ils devaient lister, vraiment documenter. Oui. Et en fait, nous, le comité de vigilance officiel des activités portuaires qui a été sur pied là, au printemps avec le ministère, avec la ministre Agnès Maltais, avec le maire de Québec, on a demandé aussi d'obtenir ces données-là. Mais en parallèle, il y avait le plan de mesures correctives qui, lui, ça fait comme 3-4 fois qu'on repousse la date en disant c'est toujours pas ce qu'on attend, c'est toujours pas ce qu'on attend. Manque de détails, manque de mesures, on veut. Et je pense que vraiment, c'est une première et que le port de Québec et la compagnie, c'est là qu'ils sentent le malaise. C'est la première fois qu'on leur demande, vous ne pouvez plus gérer vos choses seuls, vous êtes obligés de rendre des comptes. Et donc, ils donnent des petits bouts, comme ils ont toujours eu l'habitude de le faire. Non, mais faites-nous confiance. Et c'est là que ça brise. On ne peut plus avoir confiance en vous. Donnez-nous les données. Laissez-nous le soin ensuite de les analyser. Mais tant qu'on ne changera pas la façon de faire entre le gouvernement du Québec, ou là, je prends le cas précis, évidemment, ici, le gouvernement du Québec et une entreprise qui est sur des terrains fédéraux, ça ne pourra pas se régler. Le nœud du problème, il est là, non? Il est en partie là. Puis en fait, ce qui est problématique, c'est que c'est pas juste « Ah, le port devrait être sous juridiction provinciale ». C'est qu'en fait, il n'y a aucune juridiction sauf celle du port qui s'applique. Oui. Parce que quand nous, on a vu ça au tout début, puis on a dit « Bon, ben c'est le provincial n'a pas juridiction, allons vers le fédéral. Et le fédéral a dit, mais vous savez, Mme Lalande, nous n'avons pas juridiction. Nous avons juridiction sur le territoire, mais vous nous parlez d'impact à 3,5 km, vous nous parlez d'impact à la santé, de qualité de l'air. Ce sont des juridictions complètement provinciales. Il y en a, on a dit, mais vous vous rendez pas compte qu'il y a une craque. Les gens qui ont la responsabilité de protéger la population et d'assurer la protection du territoire n'ont pas accès à la source de contamination et les gens chargés de gérer la source n'ont pas accès ou n'ont pas juridiction sur les impacts que ça crée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que nous qui se rend compte que ça n'a aucun sens? C'est pas une petite craque de plancher, là. Il y a une micole. Oui, tout à fait. J'aimerais que vous me parliez aussi de cette volonté du gouvernement du Québec de changer la façon dont l'on mesure la qualité de l'air et en quoi. Qu'est-ce que ça changerait en soi, le fait de pouvoir mesurer 24 heures à la fois par rapport à sur une année complète? Ça change beaucoup de choses. En fait, la norme du ministère est une norme qu'on disait de 12 nanogrammes par mètre cube d'air et c'est une norme qui a principalement été conçue pour de la modélisation. Donc, si on arrivait dans un nouveau territoire, et c'était pour le nickel. Donc, pour ce qui est de la modification au règlement, c'est principalement sur le nickel. Et donc, cette norme-là, qui nous a permis de dire qu'on était vraiment au-dessus, elle était annuelle. Et donc, on pouvait avoir des très forts épisodes, mais annuellement, dans une moyenne, à la limite, atteindre le 12. Ce que la santé publique est venue dire et ce que nos études aussi démontraient, c'est qu'il y a, oui, des impacts à long terme sur la norme à respecter pour les risques de cancer, etc., mais il y a aussi des impacts à la santé très ponctuels, très quotidiens, qui sont liés, eux, aux forts épisodes. Et de ramener ça sur une norme de 24 heures, ça permet d'abord de limiter ces impacts-là. Oui.
ça permet aussi d'avoir une cohérence entre les moyens de collecte parce que les analyses sont faites par période de 24 heures. Donc, on met un filtre, on analyse durant 24 heures et selon nous, la seule façon d'atteindre le 2 nanogrammes par mètre cube, qui est la vraie cible santé, celle que la santé publique s'est donnée, qui est celle de l'EPA, c'est d'avoir une limitation à 14 par jour et ça va permettre d'atteindre annuellement le 2. Si on regarde, par exemple, dans notre secteur de Limoilou, mais là, les nouveaux chiffres aussi qui sont sortis à Vanier, oui, on est en bas de la norme, mais si on prend des épisodes quotidiens pour lesquels la montée est allée très haute, et dans le cas de Limoilou, c'est déjà monté jusqu'à 1670 nanogrammes, bien, la nouvelle norme va permettre de contrôler aussi ces forts épisodes. Oui, peut-être de mettre la lumière plus rapidement sur ceux qui sont fautifs dans ces cas-là. Madame Lalonde, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous trouvez que le niveau de pollution atmosphérique est trop élevé et inquiétant dans Limoilou? Oui, tout à fait. Si on se fie au groupe de citoyens qui ont fait des recherches et des études, oui, moi, je serais tentée de les croire, effectivement. Pas vraiment, non. Malheureusement, j'ai pas constaté, moi, de poussière rouge dans mon coin. Alors, non, pour l'instant, non. Ah, bien, je trouve que la personne qui a mis ça aux nouvelles, en fin de compte, a bien fait, en débat, a très bien fait. C'est sûr que là où elle était, il y avait l'air d'avoir une poussière importante. On ne remarque pas ça chez nous, sur la 19e. Là. Quand il décharge, il peut y avoir toutes sortes de problématiques, sauf qu'il faudrait qu'il s'arrange parce que les gens, on a droit à un quartier... la pollution, oui, on peut en avoir, mais peut-être pas à ces niveaux-là. Bien, c'est sûr. J'aime beaucoup les démarches de Mme Véronique, je crois. Je me rappelle plus de son nom. J'aime beaucoup ses démarches. Puis le site qu'elle a fait, ça nous met vraiment à jour, là, mais on a hâte que ça se règle. Il est le député néo-démocrate de Beauport-Limoilou, M. Raymond Côté. Bienvenue à Mise à jour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir, Mme Garon. La dernière fois qu'on s'était parlé justement pour la poussière rouge, vous aviez croisé le fer à quelques reprises avec M. Lebel, qui était à l'époque ministre fédéral des Transports. Depuis, c'est Mme Reid qui a été nommée au transport. Vous lui avez dit quoi? Quel type de conversation avez-vous eu par rapport à ce qui se passe au Port de Québec? J'ai pas eu encore de dialogue avec Mme la ministre. Par contre, le lendemain ou sur le lendemain, je suis plus certain là, de sa nomination. À titre de titulaire du poste de ministre des Transports, j'ai écrit à Mme la ministre pour l'interpeller en rapport avec la question de la contamination de poussière de métaux. J'attends encore la réponse. Et ça, c'était en juillet, donc? Oui. Sa nomination? Attendez un peu, c'était mois d'août, enfin... Peut-être début août, à l'époque de lac mégantic. Tout à fait, exactement. Donc, pas de réponse de Mme Reid. Vous voulez tabler sur quoi dans ce dossier-là? Parce qu'on est, Mme Lalonde a exposé, le Port de Québec est sur des terrains fédéraux, mais tout ce qui est de la qualité de l'air, on dit ça revient à la province. Vous aimeriez faire quoi, vous, si vous étiez au pouvoir? Ah, bien là, j'aimerais bien qu'on puisse établir enfin une plateforme de collaboration, là, une vraie plateforme fédérale. En fait, vous savez, c'est dans notre programme depuis des années au NPD que le palier fédéral, en fait, que la fédération marche de façon collaborative, coopérative. Ça veut dire vous savez, quoi, là, ce que ça veut dire, c'est que les provinces et le palier fédéral, normalement, puis en fait, depuis les débuts, sont sur un pied d'égalité dans chacun de leur champ de juridiction. Ce qui est anormal, c'est qu'un acteur de notre société, en évoquant une question de juridiction, puisse faire fi des lois, en fin de compte. Dans ce Exactement. On a eu le cas, ma collègue Hélène Michaud est prise avec la situation de l'aérodrome à Neuville, l'aérodrome privé. Là encore, la loi sur la protection des territoires agricoles, une loi provinciale, n'a pas été respectée. Et, ben, qu'est-ce que vous voulez? Avec la caution du ministre des Transports à l'époque, M. Lebel, ben, tout s'est implanté, puis ça a été imposé à la population, puis à tous les paliers de gouvernement. Mais comment est-ce qu'on pourrait arriver à changer les choses pour justement qu'il n'y ait pas cette craque de plancher où il n'y a rien qui se fait finalement parce que chacun se réfugie de son côté. Le Port de Québec dit on n'a pas à respecter les lois du Québec. Le Québec dit bien on n'a pas vraiment accès, on n'a pas accès à la source de contamination. C'est des changements dans les lois, c'est la volonté du ministre. Il y a à la base évidemment une question de respect de chacun des acteurs impliqués là-dedans, mais le plus important c'est que, puis ça je le martèle depuis le début,
Ottawa n'a pas joué son rôle du tout. En fait, vous savez que M. Lebel aime beaucoup faire du social, l'a appelé à chaque semaine l'autorité du port de Québec, grand bien y en face. D'ailleurs, ça fait partie de son rôle. Ouais. Mais par contre, il n'implique pas dans son ministère en tant que gardien de la loi sur la loi maritime, puis surtout, c'est le ministre des Transports qui se retrouve à appliquer la loi sur l'environnement dans les installations portuaires. Ça, c'est totalement anormal. C'est carrément fuir ses responsabilités. C'est ce que je lui reproche depuis le début et je vais continuer à interpeller Mme Wright là-dessus. Ottawa ne peut pas se défiler. Mais vous l'avez vu comme tout le monde, malheureusement, il ne faut pas se le cacher, le gouvernement conservateur est dans le déni de ses responsabilités sur différents dossiers. On les a dénoncés sur la question de contamination des viandes avec XL Food. Oui. On peut évoquer d'autres dossiers. Dans le fond, ce gouvernement-là, c'est la faute revient sur les autres. Nous, on est net, on fait tout correctement. Monsieur Gauthier, si vous étiez ministre fédéral des Transports, vous agiriez comment? Parce que pour l'instant, ce qu'on entend de la part du gouvernement fédéral, c'est « nous faisons confiance à l'administration du port de Québec ». Font-ils trop confiance de façon aveugle à cette administration? Bon, il faut tout d'abord établir la chose suivante, c'est qu'en effet, l'administration portuaire se retrouve à assumer des responsabilités liées à l'application des lois fédérales. Oui. Ça, de ce point de vue-là, c'est vrai. Mais l'administration portuaire est nommée en grande partie, en fait, le conseil d'administration est nommé en grande partie par le ministre des Transports. Et le plus important, c'est que quand on parle de reddition de comptes devant la Chambre des communes, devant les représentants de la population, c'est le ministre des Transports qui est responsable des actions, des résultats de l'administration portuaire. Oui. Et ça, chaque fois que le ministre des Transports a dit « Ah, ben écoutez, c'est eux qui sont entièrement responsables, je n'ai pas d'affaires là », il a menti carrément. Il a fui ses responsabilités à la base. Ce n'est pas vrai que c'est comme ça. Il a des comptes à rendre vis-à-vis des 17 autorités portuaires à travers le Canada. Et puis écoutez, c'est carrément la protection du public qui n'est pas assurée quand le ministre des Transports fuit comme ça. Monsieur Gauthier, donc vous me dites le ministre des Transports, le ministre fédéral des Transports pourrait intervenir pour qu'il y ait soit que le port de Québec respecte la juridiction du Québec en matière d'environnement, en matière de qualité de l'air, en matière de santé? En fait, ce que le ministre des Transports aurait pu faire à la base, c'est apporter son aide. Parce que vous savez, Environnement Canada, tout comme Transport Canada, a quand même des experts, a quand même des moyens qu'elle peut mettre à la disposition, autant de l'autorité portuaire que des entreprises qui sont locataires sur le site. Vous savez, dans le fond, si Ottawa s'était impliqué dans le dossier, il aurait pu contribuer à mettre tout le monde d'accord pour dire, OK, on établit un problème, voilà l'ampleur, il faut qu'on trouve des pistes de solutions, on va appliquer telle solution. Moi, j'ai déjà passé le message, écoutez, au PDG Mario Girard, que le ministre des Transports était une nuisance dans ce dossier-là. Évidemment, lui, il ne pouvait pas se mêler de politique. Lui, il se retrouve à assumer un rôle qui se veut neutre, puis, sa mission est définie dans sa charte. Mais moi, je le maintiens. L'autorité portuaire, tout comme les entreprises impliquées, puis évidemment le palier provincial, la Ville de Québec, ont tous été abandonnés par Ottawa dans ce dossier-là, et ça nuit grandement. Donc, est-ce que vous trouvez que le port de Québec devrait respecter d'emblée la juridiction du Québec? Bon, là, on embarque dans une considération... Mais qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment complexe. C'est certain que dans le cadre fédéral idéal, les lois des différents paliers de gouvernement auraient à être respectées. Autrement dit, mais comme Mme Lalande l'a exposé actuellement, là, il y a une craque de plancher. En fait, c'est même un fossé dans lequel
on peut échapper très, très facilement. Dans le fond, c'est un problème assez profond de la relation fédérale-provinciale. C'est oui, vous aimeriez voir le port de Québec respecter la juridiction provinciale? D'autant plus qu'on peut le voir sous d'autres juridictions, par exemple en Australie, où c'était indiqué clairement que les lois d'un État australien s'appliquent dans des territoires sous juridiction de l'État fédéral australien. Alors, c'est anormal qu'au Canada, on n'ait pas quelque chose de comparable. Pour pouvoir régler ces craques de plancher, comme on répète depuis tantôt. Et voilà, sous quelle forme il faudrait établir ça? Ça reste à voir. Monsieur Côté, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Est-ce que le port de Québec a pris ses responsabilités, d'après vous? Bien, pas suffisamment, parce que sinon, on n'aura pas été pris avec ce genre de problème-là. Mais comme dans bien d'autres cas, tant qu'il n'y a pas de dommages, on laisse suivre les choses jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui s'aperçoive qu'il y a un dommage ou qu'il y a un accident ou peu importe, là. Alors, c'est là qu'on s'en occupe. Pas assez, je pense. Qu'est-ce qui devrait être fait? Ben, je pense un contrôle plus strict encore des émanations de poussière. Puis un peu plus de transparence pour les citoyens. Ce serait la solution? Je pense que oui. On semble faire obstruction quand il envoie des gens faire des inspections. Le débat fédéral-provincial là-dedans, là. Il y a un problème de partage des responsabilités, on dirait. Ben, je ne sais pas si c'est un problème de partage ou si c'est une volonté politique qu'il y a derrière ça, là. C'est quoi la solution? Ah, bien, aller plus loin, c'est sûr que une pollution comme ça, comme il y a eu, là, c'est inadmissible sur la santé des personnes. Vos questions et vos suggestions sont toujours les bienvenues et l'équipe de mise à jour est disponible pour vous à mage-qc@matv.ca ou commentez via Facebook ou Twitter en utilisant le mot-clic MageQC. Et nous allons terminer l'émission avec notre collaborateur en environnement. Il est le directeur général de Nature Québec depuis 2007, M. Christian Simard. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là encore aujourd'hui à Mise à jour pour parler d'environnement. Et est-ce qu'on a minimisé l'impact dans tout ce débat-là sur la santé? Est-ce que le gouvernement fédéral, notamment, a minimisé l'impact de la contamination de la poussière rouge? En fait, ce que font les autorités portuaires, ils font du développement économique. Oui. Puis ils semblent dire, nous, on est un royaume dans le royaume. Même si on est dans la ville de Québec, on a plus ou moins de rapports. Il y a eu des rapports très tendus dans le temps de l'administration Lallier, aussi avec la ville, dans le Vieux-Port, le Bassin-Louise. Donc, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Oui. Et on construit même des équipements soumis au bureau d'audience publique sur l'environnement, mais on ne va pas en audience publique. Donc, c'est vraiment... on parle de paradis fiscaux. On dirait que dans les administrations, ce serait des paradis de la pollution ou des, ou des enfers. Je ne sais pas si c'est un paradis. Donc, ça fait longtemps, mais on a fait comme s'il y avait un mur invisible qui séparait le port de Québec de l'eau du Saint-Laurent, de l'air et des quartiers environnement. On fait d'une activité économique. Le reste... Who cares? Nous, on fait du développement économique pur. C'est dans cette vieille mentalité-là qu'opère le port de Québec. En collaboration avec le gouvernement du Québec, il y a un poste au sein du conseil d'administration. Est-ce qu'à quelque part, on permet à ces entreprises, le port de Québec, les locataires également, de polluer sous prétexte qu'elles ont un apport économique soi-disant important? Est-ce que cet apport économique permet de faire ce qu'on veut? De toute évidence, non, dans une société moderne. Mais est-ce que c'est pas un peu ce qui se passe? Oui, c'est un peu ce qui se passe. Ça me fait penser à la vieille blague là, qui dit que les environnementalistes trouvent qu'ils devraient comprendre que la destruction de la planète, c'est le prix à payer pour des environnements, tu sais, pour une économie en santé. Oui. On a procédé comme ça, mais on ne peut plus procéder comme ça. Même, on s'aperçoit que des entreprises de camionnage qui font absolument aucun rapport avec le port, dans le sens qu'ils n'envoient pas de produits par bateau, qui s'installent sur le port, dans le territoire du port de Québec, parce que quand il y a une urgence environnement, les inspecteurs, c'est incroyable ça. Vous avez une urgence environnementale, il y a des produits stockés dans des réservoirs, des produits hautement toxiques. Et s'il y a un déversement dans le port de Québec, on arrête à la guérite, puis la police de l'environnement dit « Excusez, est-ce qu'on peut entrer? » Et on leur dit non. Et c'est impensable, on ne peut plus agir comme ça. Donc, il y a eu des protocoles d'entente dans d'autres domaines. Il faut absolument qu'il y ait des ententes très claires entre le port de Québec et le gouvernement du Québec et la Ville dans des protocoles d'intervention pour faciliter le travail en cas d'urgence, pour vérifier la source de la pollution aérienne. Donc, ça prend une structure claire. Et pour ça, il faut aussi que le gouvernement du Québec lève le ton. Il a un représentant,
Malheureusement, ils ont nommé un représentant qui était très lié au développement économique du port, Maître André Jolicoeur, qui a déjà travaillé aussi son bureau comme avocat des entreprises d'arrimage. Donc, c'est un peu dommage que le représentant du gouvernement du Québec a une vision de développement économique là, qui enlève la vision d'un bon citoyen corporatif. Donc, si je vous entends bien, on peut bien dire que le ministre des Transports, le ministre fédéral, que le fédéral nuit à ce que les choses se passent mieux entre le port et les citoyens en termes de pollution, mais le gouvernement du Québec ne fait pas tout à fait ce qu'il doit faire. Bien, il y a une responsabilité. Il y a eu, à un moment donné aussi, un suivi qui a été relâché, pas examiné. On l'a vu en santé publique, on l'a vu dans le cas de la légionellose, mais on pense aussi avec la pollution du port qu'il y a un peu de ça. C'est qu'on a laissé aller, on a vu donc chez des activités normales, il y a eu une nonchalance dans le dossier. Une chance que Mme Lalande a fait vraiment un travail là, de moine, si j'ose dire, de monesse, depuis en allant chercher des données d'au-delà de 10 ans, 15 ans, et depuis 95, je crois qu'elle a regardé, qu'elle a observé, et on voit là, une courbe là, dangereusement ascendante en termes de présence de polluants, notamment des métaux lourds. Christian, vous avez évoqué la légionellose. Est-ce que, et je vais revenir à ma question du début, est-ce qu'on a minimisé à ce point le facteur santé, danger pour la santé de cette contamination-là? Est-ce que ça va prendre un mort dans Limoilou pour qu'on se dise, hey, là, c'est assez? Mais selon des gens comme le docteur François Rives, qui a écrit un livre qui s'appelle Planète Cœur, sur les liens entre l'environnement, la pollution particulière, la pollution urbaine, et les mortalités, il est clair. Et je vous dirais, il y en a eu des morts. Mais on ne sait pas, on n'a pas pu détecter que ça venait de ça. Mais en Basse-Ville de Québec, la pollution atmosphérique, c'est lié aussi à des facteurs de pauvreté, mais des facteurs de pollution. Donc, les hospitalisations sont plus nombreuses, les cas de mortalité, l'espérance de vie est plus basse, souvent liés. M. Rive a fait ressortir que dans un quartier vert versus un quartier très urbanisé, eh bien, les mortalités là, cardiovasculaires sont diminuées de moitié. Si votre quartier est, par exemple, si vous êtes à Westmount, à Montréal, versus l'Est de Montréal, bien, vous allez avoir de moitié moins, selon les données scientifiques, moitié moins de mortalité dans un quartier qui a moins de stress environnemental. Donc, c'est fondamental. Et il y en a eu des morts. On n'a pas pu déterminer exactement la cause. Là, on voit dans certains métaux lourds, quand vous dites des métaux, c'est 37 fois plus le nickel qu'à Montréal, 74 fois plus qu'à Toronto. C'est énorme. Plus qu'à New Delhi en Inde, plus qu'à Hong Kong, plus qu'à Birmingham en Angleterre. Donc, c'est... et là, il y a eu un laxisme. Et là, maintenant, c'est le temps de se lever. Oui, et Christian Simard, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de transparence d'autant plus grande de la part de ces ports qui sont proches de quartiers urbains ou qui a une grande densification? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire là aussi? Ah oui, je pense qu'il y a un changement complètement de culture d'entreprise là, au niveau du port de Québec, et ouverture aux autres. Alors, actuellement, on sent plus le repli ou le désir d'engager des bons lobbyistes ou des bons communicateurs, puis des bons avocats, plutôt que de faire face à ces responsables et de dire il y a une révolution culturelle à avoir dans les autorités portuaires. Il y a vraiment, ici, c'est un port de vrac énorme à proximité, donc il faut absolument contenir ces poussières-là et ces matières en vrac. C'est le plus grand terminal de nickel en Amérique, notamment au port de Québec. À l'air libre. À l'air libre, près des quartiers centraux. Et je pense qu'il faut revoir fondamentalement parce que là, on est Merci beaucoup, Christian Simard. Vous reviendrez, on en parlera. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée, mesdames, messieurs. Au plaisir. À demain. Merci.